Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'homme. Est sa genèse et est sa durée. Ouverture philosophique. Collection dirigée par Aline Caillet, Dominique Château, Jean-Marc Lachaud et Bruno Péquignot. Une collection d'ouvrages qui se propose d'accueillir des travaux originaux sans exclusive d'école ou de thématique. Il s'agit de favoriser la confrontation de recherches et des réflexions, qu'elles soient le fait de philosophes professionnels ou non. On n'y confondra donc pas la philosophie avec une discipline académique. Elle est réputée être le fait de tous ceux qu'habite la passion de penser, qu'ils soient professeurs de philosophie, spécialistes des sciences humaines, sociales ou naturelles, ou polisseurs de verres de lunettes astronomiques. Dernière parution. Élisée Sarin, Épistémologie fondamentale appliquée aux sciences sociales 2011. Pierre Dulot, L'Arche du temps 2011. François Hetzig, Simon Veil 2011. Guy Vincent, Des substitutions comme principe de la pensée 2011. Marco Belangeer, Existe-t-il des dilemmes moraux insolubles 2011. Paul Haïm, Vivre et exister 2011. Franck Jedrzejewski, Ontologie des catégories 2011. Michel Fattal, Paroles et actes chez Héraclite. Sur les fondements théoriques de l'action morale 2011. Nadia Bocara et Francesca Crisi, Émotion et philosophie. Des images du récit aux mots de la philosophie 2011. Paul Dawalibi, L'identité abandonnée. Essai sur la phénoménologie de la souffrance 2011. Firmin Marius Tomboue, Jürgen Habermas et le défi intersubjectif de la philosophie. La crise de la métaphysique de la subjectivité dans la philosophie politique et la philosophie morale habermasienne 2011. Firmin Marius Tomboue, Jürgen Habermas et le tournant délibératif de la philosophie. La crise de la métaphysique de la subjectivité dans la philosophie politique et la philosophie morale habermasienne 2011. Vinicio Busacchi, Ricoeur versus Freud. Métamorphose d'une nouvelle compréhension de l'homme 2011. Christophe Pacifique, Consensus dissensus. Principe du conflit nécessaire 2011. Jacques Steiwer, Une morale sans Dieu 2011. Sandrine Morsill Audir, Hervé Baquet, Béatrice Martin, Diane Watteau, L'école dans l'art 2011. Présentation. L'homme, sa genèse et sa durée est un texte inédit que Soubiri écrivit en 1982 à 1983 pour parachever ses études anthropologiques. Il correspond à la seconde partie de l'ouvrage original espagnol. Ce volume se structure autour de 3 chapitres et d'une conclusion: la genèse de la réalité humaine, de la matière à la psyché, la constitution de la réalité humaine, de l'embryon à l'homme, en 3 étapes successives. Les niveaux de l'activité psycho-organique, l'activité cérébrale et l'activité intellective, l'activité cérébrale et l'activité optionnelle, la liberté, le cours de la vie, de la naissance à la mort, éléments structurants de la vie. Fidèle à sa méthode philosophique, l'auteur y décrit avec une minutie toute soubirienne les différentes phases de la constitution, de la genèse de la réalité humaine et le cours de la vie. Soubiri est avant tout soucieux de donner à son anthropologie une vision unitaire de l'homme. Selon ses termes, la question essentielle n'est pas de parcourir les aspects concrets que l'homme comporte, mais de montrer positivement comme tous ces aspects émergent inéluctablement de ce qu'on considère comme la structure primaire et radicale de l'homme. Et cette structure radicale pose justement le problème de ce que l'homme est en soi, un animal de réalité. En parachevant ses études anthropologiques, X. Soubiri nous fait partager sa vision totale de l'homme, de la genèse physique à sa constitution personnelle, morale et sociale. C'est ce qu'il considère comme sa vision totale de l'homme. C'est au fond une démonstration de sa définition de l'homme comme animal de réalité. Déjà son traité de l'essence, il avait été question de la façon dont la réalité se structure autour d'un noyau essentiel du réel comme un construit systémique. Un système de notes constitutives, constitutionnelles et adventices, dont les premières en constituent précisément l'essence. Dans sa trilogie,
intelligentsia sentante, intelligence et logo, intelligence et raison, il était surtout question de l'homme comme appréhenseur de la réalité, considéré davantage comme un être doué d'intelligence que de raison. Dans Sobre et l'ombré, il est question de l'homme, de sa réalité et de ses structures, de sa genèse et de sa durée, et la manière dont se constitue son être dans sa triple dimension, individuelle, sociale et historique. C'est l'anthropologie de X. Soubiri. Mais cela suffit-il à définir une anthropologie philosophique ? Dans sa version classique, l'anthropologie philosophique était un discours sur l'homme, un savoir placé entre la cosmologie, science du monde, et la théodicée, science de Dieu, la science de l'homme. Pour le cardinal Mercier, chef de file de rénovateur du thomisme, il entend sous le nom d'anthropologie la philosophie de l'homme qu'il oppose à la psychologie considérée par lui comme la philosophie de l'âme. Sa thèse consiste à affirmer l'unité substantielle de l'homme. 1. On peut situer l'anthropologie philosophique de X. Soubiri dans la ligne définie par Mercier, mais avec une différence essentielle. Il n'est plus question d'une substance, mais d'une substantivité. Car pour Soubiri, l'homme n'est pas une substance mais une substantivité, c'est-à-dire un construit structurel ou système de notes essentiellement ouvert. Mais ouvert parce qu'inachevé. C'est-à-dire qu'il est une réalité telle que, du fait de sa structuration, toutes ces notes, y compris les physico-chimiques, se déterminent au regard de sa propre réalité, de sa manière d'être de soi, simplement d'une manière inachevée, ouverte. C'est un système structurel inachevé précisément pour pouvoir être viable y compris organiquement. Et il n'est viable que du fait d'être ouvert. Et il l'est parce qu'il est un système. Il ne le serait pas s'il était une substance, car alors l'ouverture ne serait le propre que des facultés dites supérieures. Or l'homme n'est pas une substance mais un système substantif. C'est donc la structure entière du système humain, et non seulement sa partie supérieure, qui est inachevée au regard de son mode de réalité, de sa manière d'être de soi. Et ce système fonde structurellement aussi bien l'unicité de son action, la variété de ses moments spécificateurs que le caractère ouvert du système en tant que tel. C'est la thèse centrale de l'anthropologie soubirienne. Dans sa conclusion, Soubiri nous rappelle que le but de cette étude a été de présenter une idée unitaire de l'homme. Ce qui équivaut à préciser ses structures fondamentales constitutives. À chercher à savoir ce que l'homme a justement de problématique. Non seulement ce que notre savoir à son sujet a de problématique, mais aussi ce que l'homme lui-même en tant que réalité est quelque chose de problématique. Et pour rechercher cette idée unitaire, il faut donc considérer l'unité structurelle de l'homme, afin de voir comme de cette unité émergent les différents aspects que l'on considère d'habitude comme des aspects relativement indépendants les uns des autres. De la physique des atomes, la biologie moléculaire et la biologie, l'écologie, la psychologie, à la société et l'histoire, tout doit donc, selon ces termes, concourir à collecter les matériaux nécessaires de manière à fonder une anthropologie philosophique sur des bases rigoureuses. L'homme est une réalité psycho-organique individuelle, sociale et historique. C'est un animal de réalité. Et la réalité est, pour Soubiri, le nouvel objet de la métaphysique. Mais ce qui fonde l'idée de la philosophie première de Soubiri ne repose pas sur une théorie de l'être, Ove, Hins, Aristote, ni sur une théorie de la vérité Descartes, ni sur une théorie de la conscience, Kant ou Searle, ni non plus sur une théorie de l'être, Heidegger, mais sur une théorie de la réalité. La réalité est ce qui oblige toujours à revenir à la forme de la nue intelligence, c'est-à-dire au fait d'être dans la réalité, ce qui n'est pas une action mais une actualité dans laquelle s'actualise la réalité en tant que réalité. De cette manière, l'ouverture à la réalité permet de situer une démarche philosophique ouverte sur le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, et donc de philosopher à partir d'un nouvel horizon cosmologique. Pour Soubiri, il est en effet impensable de vivre la révolution scientifique du XXe siècle sans opérer en même temps une révolution de la pensée. Se libérer du jugement, selon ces termes, c'est essentiellement dépasser la logique traditionnelle fondée sur les principes d'identité, de non-contradiction et du tiers exclu, bien qu'il soit encore valable pour comprendre le monde tel que nous le percevons au quotidien, néanmoins ils ne nous permettent pas de saisir le réel en profondeur. Il nous faut par conséquent un concept plus fondamental de réalité et d'intelligence qui se situe en deçà du logo et de l'être.
Les éditeurs. Introduction. J'ai analysé dans la première partie de cette étude, l'homme, sa réalité et ses structures, la réalité humaine et l'être personnel de l'homme. Dans cette seconde partie, l'homme, sa genèse et sa durée, je vais traiter de la genèse de cette réalité et en partie aussi du parcours vital de ce qu'est l'être humain. Si dans la première partie je m'en suis tenu plus particulièrement à ce qu'est la réalité humaine, dans cette seconde partie je m'intéresserai plus à la manière dont cette réalité se fait, et à la manière dont se déploie cet être humain. Ce sont deux questions qui ne peuvent pas se séparer formellement. Déjà dans la première partie il n'était pas facile de les séparer, parce que de fait ce qui relève de ce qu'est la réalité et ce qui relève de l'être est intrinsèquement lié. Et comme le se faire de la réalité et le se déployer de l'être sont des aspects intimement et étroitement liés, en même temps qu'ils se trouvent non seulement fondés mais liés à ce que l'homme est en réalité, il s'avère que la séparation des thèmes est parfois un tant soit peu arbitraire, et que pour cette raison même quelques répétitions sont ici indispensables. Et ce, non seulement en vue d'une lecture et d'une compréhension plus aisée, mais aussi parce que les thèmes se recouvrent mutuellement. Malgré tout, il y a une différence et une distinction. C'est ce qui a exigé la distribution du matériel en deux parties, et c'est aussi ce qui a exigé la division de cette seconde partie en 3 chapitres, les 2 premiers étant dédiés à ce qui se rapporte plus directement à la genèse de la réalité humaine, et le 3e à ce qui se met en jeu dans le parcours de la vie. Bien que de nombreuses pages soient consacrées au caractère de parcours de la vie dans toute sa concrétion, l'idée principale qui les sous-tend toutes est que le parcours renvoie à la vie, comprise primairement non pas comme une péripétie, argumento, mais comme une autopossession, qui connaît un parcours parce que cette vie est celle d'une réalité formellement et constitutivement sentante. Chapitre 1 – Genèse de la réalité humaine. Pour juger correctement de la genèse humaine, il faut avant tout être attentif à ce moment selon lequel cette genèse est évidemment de caractère matériel. Les éléments germinaux sont en effet de caractère matériel. Par conséquent, nous devons concevoir d'abord sur ce que signifie que quelque chose soit de la matière et ensuite en quoi consiste formellement la genèse humaine. À la matière. Aristote fut le premier dans l'histoire à avoir donné un concept rigoureux de la matière. Pour Aristote, les choses ont des propriétés ou des notes, mais aucune de celles-ci, ni leur complexion ou agrégat, n'a de réalité par elle-même. Ce sont simplement les propriétés d'un sujet auquel elles sont inhérentes par conséquent à quelque chose qui leur est sous-jacent. C'est pour cela que le sujet sous-jacent est une substance, la substance de chaque chose. Les choses sont des sujets substantiels. Lorsque ces propriétés sont les qualités sensibles élémentaires ou combinées, alors nous disons que la substance est une substance matérielle. On l'a appelée ainsi parce que ces substances sont les matériaux dont sont faites les choses, c'est-à-dire que ce sont les sujets d'une mutation. Les matériaux sont quelque chose d'indéterminé par rapport à ce que l'on fait avec eux. Et ce que l'on en fait est une configuration ou conformation de matériaux, c'est-à-dire une forme. À son tour, la substance matérielle elle-même, le sujet lui-même, a une structure précise, parce qu'elle est en soi aussi quelque chose de modifiable, quelque chose de transformable. Donc elle comporte un moment subjectuel par lequel elle est le sujet d'une mutation substantielle, et un moment formel, ce qui a été changé ou ce en quoi il s'est changé. Ce second moment s'est fait ou façonné sur le premier, lequel est ainsi la matière de la substance elle-même, c'est la materia prima, prot-il, le sujet de la forme substantielle. La substance matérielle comprend donc un moment de materia première et un moment de format substantiel. Cette matière première est l'essence même de la matérialité. Quelle est sa nature métaphysique ? La matière, considérée dans sa racine et en soi, est dépourvue de toute propriété. La matière n'est ni un que, ni un combien, ni rien de ce que l'on dit de n'importe quel être, d'une manière déterminée. Ele mete toi mete piosove mete holo mete velechte ororite to of 2. C'est quelque chose d'aoristone, d'indéfini, quelque chose d'indéterminé, apéron 3. C'est une pure puissance, la matière est dans toute chose la puissance, eleto diveamei et kaastove 4. C'est une pure réceptivité, tout decticon par exemple 5. C'est quelque chose de purement susceptible, comme disaient les scolastiques.
L'essence de la matérialité, c'est donc être une indétermination, une potentialité et une réceptivité. La substance en tant que matière déjà informée sera la materia secunda, c'est-à-dire la substance matérielle. Telle fut la conception d'Aristote, formée à partir de l'idée des matériaux. Or, cela est-il exact? Je ne le pense pas, et ce pour plusieurs raisons. En premier lieu, les choses ne sont pas des substances, des sujets, mais sont des systèmes de notes ou de propriétés, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas des substances mais des substantivités. Il faut dépasser l'idée de substance dans la conceptualisation de la réalité. En second lieu, ce qui est alors clair, c'est que les choses ne nécessitent pas d'avoir un sujet par-dessous leurs propriétés. Les choses substantives sont des systèmes de propriétés. La substantivité n'est pas un simple agrégat de propriétés mais quelque chose de différent. Elle n'est pas un agrégat mais un système, quelque chose d'intrinsèquement et de formellement systématisé. Un système dans lequel ce que nous appelons des propriétés ne sont pas des notes inhérentes à un sujet, comme le pensait Aristote, mais des moments d'un système total. Les propriétés ne sont pas inhérentes au sujet mais sont cohérentes entre elles. Pour Aristote, non de relation mutuelle, en tant que propriété, que celle qui résulte du fait d'être inhérente à un même sujet. En revanche, dans une substantivité, les propriétés ont une intrinsèque référence des unes aux autres au sein du système, ont une cohérence systémique dans chaque cas. Ces systèmes ont deux classes de propriétés. A, celles que lui confèrent chacune de leurs notes ou éléments, je les appellerai des propriétés élémentaires, et B, celles qui procèdent de la systémisation elle-même des éléments. Par exemple, l'énergie cinétique d'un système mécanique se distribue dans l'énergie cinétique de chacun de ses éléments, mais l'énergie potentielle de ce système est une propriété différente. Elle appartient au système en tant que tel et n'est pas distribuable dans ses éléments. Pareillement, la vie d'une cellule est propre simplement au système lui-même, c'est-à-dire à la structure. C'est exclusivement et formellement à ces dernières propriétés que je réserve le nom de propriété systémique. Bien qu'un élément ne puisse exister qu'à l'intérieur d'un système, ce n'est pas pour ça que les propriétés de cet élément seraient des notes systémiques. Tel est jusqu'à présent le cas des quarksismes. Ils n'existent pas séparés, mais leurs propriétés sont élémentaires et non pas systémiques. Ne seraient systémiques, par exemple, que quelques-unes des propriétés du proton constituées par les quarks. Le système agit dans chacune de ses actions avec toutes ses propriétés, tant élémentaires que systémiques, bien que la contribution de chacune de ces propriétés à l'action du système total puisse être et est effectivement fort différente selon la nature des actions. C'est cette contribution que je nomme la dominance de certaines propriétés sur les autres dans les actions. Par conséquent, l'idée de matière première est une construction conceptuelle mais sans base réelle. Il n'y a d'autre matière que celle qu'Aristote a appelée matière seconde, c'est-à-dire la chose matérielle tout court. Ceci étant supposé, qu'est-ce que positivement la substantivité matérielle? La substantivité matérielle est celle dont les notes sont les qualités dites sensibles, et leurs multiples combinaisons. Nous nous demandons alors en quoi consiste leur matérialité, en tant que telle. Pour juger de la matérialité de cette chose matérielle, revenons sur l'idée des matériaux. Certes, les matériaux ont une indétermination, mais seulement une, et très limitée, parce que ne peuvent servir de matériaux pour n'importe quoi, n'importe quelle substantivité matérielle. La substantivité matérielle est en effet quelque chose d'indéterminé, mais indéterminé par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'on va en faire. Et sur ce plan, la substantivité matérielle a une capacité limitée, de quoi? De ce que j'appellerais le donner de soi, d'art de si. La capacité de donner de soi est toujours qualifiée et déterminée en vue de la composition d'autres réalités, substantives ou non. Donner de soi est toujours donner de soi des propriétés nouvelles ou des substantivités nouvelles. La matérialité n'est donc pas formellement une indétermination, car l'indétermination est simplement l'aspect négatif de quelque chose de positivement qualifié, de la capacité de donner de soi. Donner de soi n'est pas la même chose que donner de par soi, d'art de porci. La substantivité matérielle peut avoir des capacités de donner de soi par l'action d'une autre substantivité. Le donner de soi est par conséquent un donner de soi, par soi-même ou par un autre. Eh bien, c'est ces capacités déjà qualifiées de donner de soi, que j'appellerais potentialité.
Le terme et le concept procèdent de la biologie de la différenciation embryonnaire. Les potentialités d'une cellule germinale sont par exemple leur capacité à se différencier en tissus différents. Mais je pense que le terme et le concept doivent être élevés à l'ordre métaphysique. Les potentialités sont les différentes capacités de donner de soi quelque chose de nouveau. Précisons un peu ce concept. Il ne faut pas confondre le concept de potentialité avec le concept de puissance. La puissance est ce dont l'acte est une détermination qui doit être reçue. En revanche, la matière non seulement n'est pas puissance mais est un principe d'acte, de quelque chose d'en soi nouveau. Mais les potentialités ne sont pas non plus de simples puissances actives, c'est-à-dire capables d'agir, mais ont en soi une structure très précise et en plus variable dans son propre exercice. Ce ne sont pas des puissances actives, mais des capacités structurelles de donner de soi. Pour éviter cet équivoque, plutôt que de potentialité, on pourrait parler, si ce n'était pas abusé des néologismes, de potentité, potentidad, c'est-à-dire de sa qualité d'être potenteux, puissante. L'essentiel des potentialités réside dans le fait de ne pas être une force, une puissance, qui conduit à agir sur une autre, mais à être des capacités qui sortent des structures elles-mêmes. Il faut donc distinguer une puissance active et des potentialités, car les potentialités sont un donner de soi, et donner de soi est un sortir de soi. En outre, le donner de soi est radicalement un donner de soi vers soi-même. Donner de soi, c'est se réaliser, se constituer tant dans l'ordre de la fonction que l'on va exercer que dans l'ordre des propres structures qui se réalisent plus pleinement en donnant de soi. Grâce au pluriel, on évite l'équivoque du terme potentia, puissance et potentialité. Il ne faut pas non plus confondre le concept de potentialité avec le concept de possibilité, propre à l'activité humaine. Les possibilités concernent toujours l'ordre opératoire tandis que les potentialités concernent l'ordre constitutif. Par conséquent, ce que dans l'activité humaine nous appelons ces possibilités ne sont pas les potentialités, bien qu'évidemment elles les présupposent. En définitive, la matière est principe d'acte. Ces potentialités sont ces modes d'être un principe. Capacité de sortir de soi, d'innovation, de réalisation, constitution structurelle. Ce sont les trois moments formels de la matière en tant que principe d'acte. Ainsi donc, les potentialités appartiennent à la substantivité matérielle, en premier lieu intrinsèquement, en second lieu formellement, en troisième lieu structurellement. De ce fait, les potentialités sont de caractère strictement dynamique. Elles sont les moments dynamiques de la matière en tant que principe d'acte. C'est-à-dire que les potentialités relèvent intrinsèquement de la structure formelle même de la substantivité matérielle, et la font apparaître comme le principe dynamique d'un acte. C'est en elle que consiste positivement la matérialité de la substantivité matérielle. En définitive, la matière est cette substantivité dont les notes sont les dites qualités sensibles. Sa matérialité est le système de potentialités selon lesquelles cette matière a intrinsèquement, formellement et structurellement une capacité à donner de soi. Ainsi donc, la matérialité n'est pas une indétermination mais plutôt ce que j'appelle une polyvalence. C'est la polyvalence des potentialités de la substantivité matérielle dans l'ordre de son donner de soi. Et alors, ce n'est pas parce qu'elles sont quelque chose d'indéterminé, mais parce qu'elles sont des potentialités polyvalentes d'un système de qualités sensibles, qu'elles constituent la matérialité de la matière. Les potentialités ont une structure fort précise. Toutes n'ont pas le même caractère. Ces potentialités peuvent être de caractère actif ou réceptif, c'est-à-dire qu'il y a des potentialités de donner de soi au sens actif, et des potentialités de recevoir. Il ne s'agit pas de la réception d'un acte, mais d'un acte de réception. Des actes de réception, nous en avons des exemples dans l'activité aussi bien animale qu'humaine. Ainsi, palper est un acte réceptif qui diffère du simple toucher. De même pour regarder à la différence du voir, écouter à la différence d'entendre, savourer à la différence du simple goûter, flairer à la différence du simple sentir. Ce sont toujours des actes réceptifs, car leur moment de réceptivité est simplement un moment de l'acte comme tel acte. Dans l'ordre des structures, ce sont des potentialités réceptives. De plus, le donner de soi peut être immédiat ou seulement médiat. Le fer n'a pas une potentialité immédiate de vie, ni l'amibe n'a une potentialité immédiate de voir. Lorsque les potentialités sont médiates,
elles peuvent varier au cours même du donné de soi. À son moment germinal, la cellule germinale est totipotente au regard de sa différenciation, mais cette capacité va se limiter considérablement à mesure que progresse la différenciation. Le cas extrême est peut-être celui du neurone 7, qui est incapable de toute division et de toute différenciation une fois constitué. Le donné de soi propre à toute potentialité, tant active que réceptive, peut être, je le répète, fort divers. En premier lieu, une substantivité matérielle peut donner de soi en produisant par transformation des notes ou des particules élémentaires nouvelles. Il ne s'agit pas de transformer les propriétés d'un sujet, mais de produire en entier et en bloc une nouvelle particule élémentaire. C'est ce qui se passe dans la production ou dans la destruction de certaines particules élémentaires. Mais généralement les potentialités produisent quelque chose de nouveau par systématisation. Sont celles que j'appellerais des potentialités de systématisation. Ainsi, la vie est une innovation que la substantivité matérielle donne de soi par simple systématisation. Et dans la vie elle-même, il y a encore des modes différents de systématisation vitale. L'un est celui qui constitue la structure de ce que j'appelle la matière vivante. Il ne s'agit pas de la matière dont est fait l'être vivant, mais de ce que cette matière est vivante en elle-même. C'est une pure hypothèse, sans autre intention que d'introduire un concept ouvert, une voie ouverte, dans le chemin qui conduit de la matière non vivante à la cellule 8. La vie est le caractère d'un système en équilibre dynamique et réversible qui se possède lui-même, qui est une même TE accent aigu, dans une indépendance à l'égard du milieu et avec un contrôle spécifique sur lui. C'est un moment primordial de même TE accent aigu. C'est ce que j'ai souvent appelé une combinaison fonctionnelle, à la différence d'une simple structure additive, voire systémique, de fonctions. Cette vitalité admet de nombreux degrés. La matière vivante serait un primordium ou commencement de vie. Pour que cette hypothèse de la matière vivante soit admissible, il faudrait distinguer la matière vivante de l'organisme, de la même manière que la physique a dû distinguer entre particules élémentaires et corpuscules. Toute cellule serait donc fondée sur la matière vivante, celle-ci serait le principe de celle-là bien que la réciproque ne soit pas certaine. Comme il s'agit de formes de transition, les limites entre la matière vivante et l'organisme seraient difficiles à tracer. Comparée à la cellule, la matière vivante semblerait être de la matière non vivante, mais comparée aux grandes molécules organiques, y compris aux enzymes, elle serait strictement vivante. À titre d'exemple sans doute possible, et seulement comme exemple, on pourrait penser aux virus et aux viroïdes. Pour certains, les virus seraient des micro-organismes. Pour d'autres, ils seraient des constructions macromoléculaires, c'est-à-dire des non-vivants. Pour d'autres encore, ils ont, sous une forme parasitaire, certaines fonctions vitales déterminées par la cellule guidée par le seul acide nucléique que possède une particule vitale. Si tel était le cas, on pourrait penser que les virus sont une forme de matière vivante appauvrie, résultant des structures cellulaires. Mais tout cela est une affaire de biologistes. Une autre systématisation de la vie est l'organisme, dont le degré élémentaire est la cellule. De mon point de vue, il faut distinguer entre organe, organique et organisme. Pour Aristote, est organe dans le corps vivant, tout ce qui est constitué en raison d'une fonction. Aristote appela organique le corps qui a quelques parties, non toutes, qui sont des organes. Aristote n'appelle organe ni les artères ni les nerfs, ni la peau, etc. Et appelle aussi le corps entier organique, comme s'il était constitué en raison d'une fonction propre déterminée par la forme substantielle. Mais il saute aux yeux que c'est une définition du corps vivant en raison de sa forme substantielle. Ce n'est pas une définition de la structure formelle du corps considéré en lui-même. Eh bien, dans notre biologie, le corps vivant a dans toutes ses parties biologiques, et non seulement dans certaines, un caractère d'organe. Et c'est cela qu'il faut appeler un organisme. Le tout même du corps vivant est en lui-même intrinsèquement et formellement doté d'une unité de structure fonctionnelle. C'est un système en forme de combinaison fonctionnelle. Mais c'est un système d'organes dans une combinaison fonctionnelle. Ne confondons pas organisme et structure fonctionnelle. Seul est organisme la structure qui est une structure d'organes, une structure dont les moments structurels sont organiques et ont l'unité d'une combinaison fonctionnelle. C'est une structure ou une combinaison fonctionnelle d'organes. En elle, les parties, les organes, déterminent la fonction du tout, l'organisme,
et le tout, l'organisme, détermine la fonction des parties, les organes. L'organisme est ce que les mathématiciens appelleraient un tout fonctionnel. À mon sens, donc, matière vivante et organisme ne sont pas la même chose. Mais les deux choses sont des systématisations de la matière non vivante, sont deux formes selon lesquelles la matière non vivante donne de soi la vie sous son double aspect de matière vivante et d'organisme. Le passage de la matière vivante à l'organisme cellulaire serait donc un processus de potentialité de systématisation. À son tour, l'organisme continue à donner de soi. Il peut donner de soi par exemple le pur tropisme neuf, trophicidade, et la sensibilité. Pour simplifier le propos, je laisse de côté le pur tropisme propre aux végétaux. Lorsque sont directement en cause les potentialités de la sensibilité, c'est-à-dire le dégagement de la fonction de stimulation, alors nous dirons en toute rigueur que la matière sent qu'elle est animale. Le pur sentir est sans doute une propriété nouvelle, c'est une innovation, mais simplement dans l'ordre d'une nouvelle systématisation. Matière vivante, organisme et sensibilité animale sont trois types de systémisation purement matérielle, dont chacun est fondé sur les précédents. Bien plus, la matière sentante, c'est-à-dire l'animal, possède des potentialités de réplication de ses structures et par ses propres structures. Ces potentialités constituent la genèse, ce sont des potentialités phylétiques. Par celles-ci, elles peuvent être le principe de linéaments relativement homogènes, elles peuvent constituer un phylum. Ce sont des potentialités phylétiques. Ces phylats peuvent à leur tour donner de soi et produire d'autres phylats différents. C'est l'évolution. Ce sont des potentialités d'évolution. L'évolution est la production d'un phylum réalisé à partir d'un autre par la modification de cet autre, une modification qui peut être de caractère différent. Nous ne pouvons donc pas réduire le concept de matière à la matière purement mécanique, ni même à la matière dotée de qualités qu'habituellement nous appelons les propriétés physiques, comme le poids, la chaleur, etc. Cependant, la matière, c'est-à-dire la matière appelée seconde, est dotée d'une extraordinaire richesse et peut le moment venu même parvenir à vivre et à sentir dans ses formes phylétiques les plus diverses. Elle peut, c'est-à-dire que pas toute matière ne vit, ilozoïsme ni ne sent, panpsychisme. Mais par une simple systématisation elle peut arriver à vivre et à sentir. Quand cela arrive, la matière vit et sent exactement comme elle pèse ou chauffe. En plus de ces potentialités, il y a encore un autre mode de donner de soi, un autre type de potentialité dont je traiterai immédiatement. Avec ce concept de matière, nous nous rapprochons de la réalité humaine. L'homme est une substantivité qui surgit génétiquement. Je vais donc traiter de la genèse humaine. B. La genèse humaine. Pour se faire une idée de la genèse humaine, il faut affronter trois questions essentielles. Quel est le caractère de cette substantivité, que sont ces notes qu'on appelle psychiques, et en quoi consiste la genèse elle-même? A. Le caractère de la substantivité humaine. La substantivité humaine est dotée d'un ensemble de notes en partie communes à celles de l'animal supérieur, par lesquelles elle surgit d'un phylum déterminé. Ce sont les notes corporelles qui constituent ce que nous appelons le corps humain 10. Mais la substantivité humaine possède un ensemble de notes qui sont en partie différentes de celles d'un animal supérieur. Sont celles que nous appelons les notes psychiques humaines, dont l'ensemble est ce que j'appelle la psyché humaine. Je l'appelle ainsi pour éviter que l'on considère cet ensemble de notes comme une substance ou du moins comme un principe substantiel, c'est-à-dire pour éviter ce que nous appelons vulgairement l'âme. La psyché n'est pas l'âme, qui serait à l'intérieur du corps également une substance. La réalité substantive humaine est un système de notes, les unes psychiques, psyché, les autres corporelles, corps. Psyché et corps non seulement ne sont pas des substances, mais chacun est seulement un système partiel de notes de la substantivité humaine. C'est pour ça que je les appelle des sous-systèmes du système de la substantivité humaine. Ils ont certainement beaucoup de caractères d'un système, mais il leur manque certains caractères essentiels pour qu'ils le soient, par exemple leur clôture structurelle. C'est ce qu'exprime le préfixe sous. C'est seulement par abstraction qu'ils peuvent s'appeler des systèmes. En fait, de système strict, il n'y a que celui de la substantivité humaine. Il n'y a donc pas une action de l'âme sur le corps, ni de celui-ci sur celle-là. Il y a une action unique,
l'action entière non pas de la substance mais de la substantivité humaine, qui est toujours et seulement psychosomatique, mais avec différentes dominances, dans certains cas des notes corporelles, dans d'autres des notes psychiques. Comme influence, il n'y en a pas d'autre que celle d'un état psychosomatique sur un autre état psychosomatique. Il n'y a pas une psyché séparée du corps. Ainsi donc, psyché et corps non seulement ne sont pas des substances, et pas non plus des substantivités juxtaposées, ni non plus des substantivités unies, car ni la psyché ni le corps n'ont de substantivité, ce sont simplement des moments d'une substantivité unie. Il n'y a pas une union, mais une unité systémique. Ce n'est que d'un point de vue fragmentaire et abstrait qu'on peut considérer ces sous-systèmes comme des systèmes, comme nous pouvons parler d'un système nerveux à la différence d'autres systèmes corporels. Aucun d'eux n'est pleinement un système, ce sont des moments partiels et abstraits de l'unique système, le système de l'organisme vivant. De ce fait, tout le psychique est corporel, et le corporel est psychique. Cette unité est précisément l'unité de la réalité humaine. Ce que nous appelons psyché et corps, je le répète, ne sont que des sous-systèmes d'un unique système, du système de la substantivité humaine psychocorporelle. Cela n'est pas un matérialisme. D'abord, parce que le concept de matière que j'expose ici diffère du concept de matière qui a donné lieu à ce qu'on a appelé le matérialisme. Et ensuite parce que le matérialisme consiste à dire qu'il n'y a pas d'autre réalité que la réalité matérielle. Or, dire qu'il n'y a au monde que des réalités matérielles, même si l'on adopte le concept de matière que j'ai exposé ici, est quelque chose qui est absolument faux. C'est pourquoi, plutôt que de parler d'un matérialisme, j'appellerais cette conception un matiérisme. B. Les notes psychiques. Quel est le caractère formel et constitutif de toute note psychique ? Toute note psychique implique formellement et constitutivement le moment de réalité. Ainsi, pour ne poser qu'une paire d'exemples, je dirais que le sentiment est un effet du réel. Il est en lui-même un mode affectif de version vers la réalité. La volition est formellement une détermination dans la réalité de ma réalité humaine. Donc, comme déterminable et comme devant se déterminer dans la réalité, c'est un autre mode de version vers la réalité. Et il en est ainsi de toutes les autres notes psychiques. Tout le psychisme implique donc structurellement le moment formel de réalité. Pour cela, il faut que le réel soit présent dans la psyché. Et cette présence du réel dans la psyché, cette appréhension du réel formellement comme réel, est ce qui, de mon point de vue, constitue l'intelligence, au sens d'une intellection. C'est la note radicale du psychique. Ceci n'est pas un intellectualisme, car l'intellectualisme est fondé sur une idée différente de l'intelligence, selon laquelle intelliger c'est concevoir et juger. Mais cela est faux. L'intellection est une appréhension du réel en tant que réel. Pour cela, plus que d'intellectualisme, une chose fausse, nous devrons parler d'intellectionnisme. Pour le comprendre, il faut expliquer ce que l'on entend par réalité. Pour ce faire, le chemin la plus direct sera d'analyser un fait qui est commun à l'homme et à l'animal. C'est le fait du sentir, c'est-à-dire l'appréhension sensible. Sentir, c'est appréhender quelque chose en impression. Et toute impression est une affection de l'appréhenseur, mais une affection dans laquelle demeure présent quelque chose d'autre que l'appréhenseur. Cet autre comprend deux moments essentiels, son contenu propre et le mode selon lequel ce contenu est justement autre, le moment que j'appelle le moment d'altérité. Chaque sens, en plus d'appréhender des qualités différentes, les appréhende selon un mode d'altérité propre. La différence la plus profonde des sens repose sur cette différence de forme d'altérité. Or, toutes ces différentes altérités sont des modalités d'une altérité radicale, de ce que j'appelle la formalité, formalidad. Quelle est l'altérité radicale ? Il y a deux types de formalité, deux types d'altérité radicale. L'un est celui selon lequel tout ce qui est senti est appréhendé simplement comme un stimulus. C'est une impression de caractère formellement stimulique, c'est le pur sentir. En lui, le senti est appréhendé comme un alter, c'est-à-dire comme distinct de l'appréhenseur, mais simplement comme une stimulation de celui-ci. C'est une formalité de stimulité. Mais il y a un autre mode d'altérité, un autre mode de formalité dans le sentir. C'est sentir quelque chose de telle manière que les caractères de son contenu appartiennent en propre au senti lui-même. Ils appartiennent au contenu mais lui appartiennent de soi, en propre.
C'est une formalité qui diffère de celle du caractère stimulique. C'est une formalité différente de celle de la stimulité. Ce caractère du de soi est tout juste ce que j'appelle réalité. Réalité est la formalité du de soi. Ce n'est pas une réalité qui est au-delà de l'appréhension sensible. C'est le senti lui-même mais comme quelque chose de soi. Ainsi, la chaleur peut être appréhendée comme quelque chose qui simplement me chauffe, ou bien comme quelque chose qui est de soi chauffant. Toute autre forme de réalité se fonde sur cette réalité première, et consiste en un de soi chaque fois plus riche et plus problématique. L'appréhension de quelque chose comme réel, c'est-à-dire comme de soi, est ce qui constitue formellement l'intellection. Chez l'homme, son sentir est en grande partie sentir ce qui de soi est le senti. Par conséquent, dans la mesure où le sentir humain a cette altérité, cette formalité de réalité est un sentir non pas pur ou animal, mais un sentir intellectif. L'intelligence humaine est constitutivement et formellement une intelligence sentante. C'est cette intellection sentante qui constitue le caractère structurel de tout le psychique. Cela étant, quelle est la différence entre le psychique et le somatique ? Le somatique est quelque chose que la matière donne de soi, en vertu de ses potentialités de systématisation. Et ce que la matière donne maintenant de soi est précisément la sensibilité, la matière sent. Or, le pur sentir de la sensibilité animale est un sentir purement stimulique, alors que le sentir humain est un sentir de réalité. Même lorsque l'homme sent des stimuli, il sent des réalités stimulantes. Par conséquent, toute la différence entre le psychique et le somatique est axée sur la différence entre le stimulus et la réalité dans l'appréhension. Dans le pur sentir, c'est-à-dire dans le sentir purement stimulique en lequel consiste l'animal, le senti est appréhendé comme quelque chose d'autre, par conséquent comme quelque chose qui est indépendant de l'animal lui-même. La chaleur que sent le chien est pour lui quelque chose qui diffère du chien lui-même. Cette indépendance est ce qu'on doit appeler l'objectivité. C'est la pure indépendance de l'appréhenseur. Mais cette indépendance est l'indépendance d'un OB, relativement à l'appréhension sensible animale. Par conséquent, son objectivité fait partie du processus lui-même du pur sentir. Le pur stimulus s'épuise dans ce qu'il est comme stimulant, et par conséquent il est constitutivement une partie du processus sentant. S'il n'y avait pas de stimulation, il n'y aurait pas d'indépendance objective. Le stimulus s'épuise dans la stimulation. Appréhender quelque chose comme un simple stimulus, c'est l'appréhender comme le versant objectif d'un sentir, c'est-à-dire comme quelque chose d'indépendant, d'isolé, dans le sentir. En revanche, dans l'appréhension de réalité, qu'elle soit ou non stimulante, l'appréhender est un de soi, ses caractères lui appartiennent en propre. C'est précisément pour ça que l'appréhender n'est pas un moment de mon processus sentant. Certes, l'appréhender est quelque chose de senti, mais senti comme étant lui-même ainsi. C'est une appréhension de quelque chose de soi, ce n'est pas une simple indépendance objective mais une réalité propre. Cette réalité ne s'épuise donc pas dans le fait d'être sentie dans l'appréhension. Par conséquent, même s'il n'y avait pas d'appréhension, il pourrait y avoir de réalité. L'animal ne cesse d'être objectif, d'autant plus objectif qu'il est plus parfait. Mais il n'est que cela. L'animal le plus objectif n'a ni ne peut avoir la moindre miette d'appréhension d'une réalité en propre, d'une réalité de soi. En revanche, le plus pauvre et le plus frustre des humains possède cette formalité différente et immensément plus riche que celle de l'animal le plus parfait. La différence entre le pur sentir et le sentir humain, c'est-à-dire entre les notes psychiques et la matérialité animale, n'est donc pas simplement une différence graduelle, comme si la réalité était un mode plus développé d'objectivité, simplement quelque chose de graduellement différent de l'objectivité de l'animal. La différence entre la psyché et la matière n'est pas graduelle mais essentielle. Toutes les complications d'une indépendance objective seront toujours des complications stimuliques, c'est-à-dire des complications de quelque chose qui participe formellement du sentir. En revanche, dans l'intellection sentante, nous sentons d'une manière tout aussi rudimentaire qu'on voudra, mais nous sentons toujours quelque chose qui ne m'appartient pas, mais qui est de soi. Jamais l'objectivité ne conduira par elle-même à la réalité. La sensibilité pure n'arrivera jamais à être une intelligence. La différence du psychique et du pur sentir est donc essentielle. Mais dans leur différence essentielle, le psychique et le somatique sont des notes d'une même et unitaire substantivité psychosomatique.
Cette substantivité se constitue génétiquement. Qu'est-ce que cette genèse? C'est la genèse de l'homme. L'homme est une substantivité psychosomatique, c'est-à-dire un système intrinsèquement unitaire et structurel de notes matérielles que nous appelons le corps, et de notes psychiques que nous appelons la psyché. C'est un système psychosomatique. Cette unité est engendrée par les parents. Qu'est-ce que cette génération? À première vue, c'est pour le moins une transmission de vie. L'engendré est un vivant produit par ses parents, et en tant que tel, il est un vivant qui résulte d'une transmission. Mais cette idée de transmission est extrêmement inexacte, non seulement en ce qui concerne la psyché, mais surtout en ce qui concerne le corps lui-même, la cellule germinale. Pour ce qui est du corps, il faut souligner le fait que les parents ne transmettent pas le corps, c'est-à-dire qu'ils ne transmettent pas la cellule germinale. Généralement, on ne parle que de la non-transmission de la psyché, mais ce qu'il faut souligner, c'est précisément que le corps non plus n'est pas le terme d'une transmission directe. Se transmettent les éléments germinaux, spermatozoïdes et ovules, qui vont produire par eux-mêmes la cellule germinale. Mais aucun des deux éléments germinaux, bien que ce soit des cellules, aucun d'eux, dis-je, n'est la cellule germinale, c'est-à-dire que ce ne sont pas des organismes vivants au sens où va l'être la cellule germinale. C'est seulement par fécondation, c'est-à-dire seulement par l'action non pas des parents mais des éléments germinaux eux-mêmes, que se constitue par systématisation ou auto-organisation la cellule germinale, le corps. Ainsi donc, les parents ne transmettent pas le corps, mais simplement ce qui par soi-même va produire ce corps. Les parents ne transmettent pas non plus la psyché. Les notes de toute la substantivité forment un système 1. Cette unité s'exprime lorsqu'on dit que chacune de ces notes est une note de les autres. Ce 2 appartient intrinsèquement à la structure de chaque note en tant que note. Par conséquent, il ne signifie pas une simple appartenance mais une cohérence constitutive. Le glucose, par exemple, sans changer ses propriétés, perd sa substantivité en s'incorporant à un organisme et se convertit en glucose 2. Dans le cas de la substantivité humaine, le corps est un corps de la psyché, et la psyché est une psyché de le corps. Or, dans l'action des géniteurs, ce corps ne se transmet pas. Par conséquent, une psyché ne peut pas non plus se transmettre, car il ne peut y avoir une psyché que lorsqu'il y a un corps duquel elle est la psyché, c'est-à-dire seulement à partir du moment où il y a une cellule germinale. Ce du n'est pas un simple artifice de langage mais a une structure constitutive fort précise, c'est l'animation du corps. Il se passe la même chose avec le corps. Le corps est un corps 2, dans lequel le 2 a une structure précise, c'est la corporalisation de la psyché. Le corps corporalise la psyché. Mais il y a une différence profonde entre la psyché et l'exemple du glucose auquel je viens de faire allusion. La psyché n'est pas seulement de le corps. Elle est en soi corporelle, et le corps n'est pas seulement le corps de la psyché mais est en lui-même psychique. L'analyse de n'importe quelle note de la substantivité humaine, par exemple, le glucose, nous rend patente cette idée. En revanche, le glucose d'un chien est du chien, mais le glucose n'est pas en soi canin, alors que la psyché est en soi corporelle. C'est pourquoi l'homme est une unité. Dire que la psyché est corporelle et que le corps est psychique, ce n'est autre qu'exhiber la structure formellement et intrinsèquement unitaire du 2. L'homme est une unité psychosomatique ou somato-psychique. Il n'y a de psyché qu'après l'action des géniteurs, parce qu'il n'y a un corps qu'après cette action. Ainsi donc, la psyché n'est pas le terme d'une transmission mais le résultat de la systémisation des éléments germinaux dans la cellule germinale. Laissons pour l'instant de côté la question de savoir si la cellule germinale est déjà un corps humain à même d'être un corps 2. Bien que cela n'arrive que dans les phases ultérieures de la différenciation, ce n'est pas pour autant que cela changerait ce qui a été exposé antérieurement. Personnellement, j'ai toujours pensé que la psyché surgit pendant que se produit la cellule germinale. Tout ce que l'homme est se trouve déjà, de façon embryonnaire, au point de départ, et par conséquent il y a déjà en lui une psyché. Si bien qu'au point de départ embryonnaire il y a un système psychosomatique, composé d'une cellule germinale et d'une psyché. C'est un système tel que pour le désigner je me sers parfois d'une expression qui appartient à l'ancienne biologie, à savoir, l'expression plasma germinal 11. J'utilise ce terme en éliminant tout ce qu'il signifiait dans cette biologie, et je le conserve simplement pour désigner le système psychosomatique psyché-cellule germinale.
Pour l'heure, ce qui m'intéresse est le fait que la psyché n'est pas transmise mais procède de la systématisation constitutive de la cellule germinale. Pour autant qu'il y a un corps d'œuf, il y a une psyché. Qu'est-ce que cette résultante? C'est la question fondamentale. Tout d'abord, le résultat n'est pas que la cellule germinale serait une cause dispositive, quelque chose qui est prêt à recevoir une psyché. Et ce pour deux raisons convergentes. Premièrement, parce que la résultante ne consiste pas en réception. Et deuxièmement, parce que cette réception ne donnerait lieu qu'à une psyché dans un corps, mais pas à une psyché corporelle et à un corps animé. La psyché n'est pas dans le corps mais aide le corps. Ce n'est pas non plus que le corps exige une psyché. Le corps n'est pas une cause exigitive de la psyché. Et ce pour une raison cruciale, parce que ni le corps n'exige une psyché ni la simple psyché n'exige un corps. Exiger, c'est toujours et seulement une exigence de la substantivité, mais pas du corps ni de la psyché en est par eux-mêmes. Seulement l'homme peut exiger, et il exige pour survivre mais pas pour se constituer comme un vivant humain. Il est vrai que j'ai employé à maintes reprises les concepts de cause dispositive et exigitive, mais dans des contextes dans lesquels je n'envisageais pas le problème que je traite maintenant. Il y a disposition et exigence, comme nous le verrons longuement, dans la ligne de l'opératif, dans la ligne de l'activité, mais pas dans la ligne du constitutif de la substantivité. La psyché n'est pas dans le corps, ni n'est exigée par lui, mais la psyché éclot processuellement du corps lui-même, c'est-à-dire de la cellule germinale elle-même. Qu'est-ce que c'est éclore? Éclore n'est pas simplement surgir, comme s'il s'agissait d'une simple floraison, expression que j'ai moi-même utilisée dans d'autres contextes. Fleurir est une métaphore imprécise. Encore une fois, surgir ne nous conduirait qu'à une psyché dans un corps, mais pas à une psyché dans un corps, à un de constitution intrinsèque. Éclore n'est donc pas fleurir, n'est pas surgir, mais quelque chose de plus radical. C'est éclore depuis, retarder les structures de la cellule germinale elle-même 12. La psyché éclot de la structure elle-même de la cellule germinale. Qu'est-ce que ce éclore depuis? Nous disons que quelque chose éclot de quelque chose lorsque le premier quelque chose qui donne naissance au second est quelque chose qui est constitué par ce second. Éclore est avant tout un faire qui consiste à constituer. Les structures de la cellule germinale constituent les notes psychiques. Il s'agit d'un strict faire constitutif. Le depuis, DSD, n'est pas un simple point de départ ni un simple courant. C'est un de provenance, origination. La psyché est produite par la cellule elle-même et par ses propres structures. Par conséquent, la psyché se constitue comme telle psyché par les structures cellulaires desquelles elle éclot. En effet, ce faire des structures cellulaires est tel que les dites structures sont des moments intrinsèques, mais sont en plus des moments formels et structurels des notes psychiques elles-mêmes. Le faire de la cellule germinale est donc un faire constitutif du psychique. Par conséquent, ce faire c'est constituer quelque chose qui n'est pas seulement un moment propre en lui-même, mais qui de plus est propre sous une forme telle qu'il appartient à la structure somatique elle-même. C'est un moment unitairement psychosomatique dans toute note constitutive de la substantivité. Par exemple, il n'y a pas un cerveau et en plus une intellection, mais il y a une intellection cérébrale ou un cerveau intelligent. Il n'y a pas un pur sentir et en plus un intelligé. Ce qu'il y a est structurellement une intellection sentante ou un sentir intellectif. Les notes de tout système occupent en lui une position rigoureusement définie, qui diffère selon la nature de la substantivité. Eh bien, dans la substantivité humaine, toutes ces notes psychiques forment une structure une avec les notes somatiques, et réciproquement. Tout le psychique est somatique et tout le somatique est psychique. Les structures de la cellule germinale font donc à partir d'elles-mêmes la psyché, et fait donc le système psychosomatique en tant que système, dans toutes et dans chacune de ces notes et dans leur unitaire et indivisible activité. La même chose doit se dire du corps, comme je le dirai par la suite. Pourtant, ne l'oublions pas, le pur sentir et l'intelligé diffèrent non seulement graduellement mais essentiellement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.